Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Antoine Hubert. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, cofondateur et directeur général d'Insect. Alors, vous élevez, non pas des mouches, parce qu'on a une mouche qui tourne en plateau. Vous suivez quoi Vous élevez des scarabées. Tout à fait. C'est une très belle histoire. C'est une foodtech française à succès, très belle histoire. Donc, vous élevez des scarabées dont les larves sont transformées en protéines destinées donc à l'alimentation animales, on va voir lesquelles, et aussi les déjections, c'est ça, des scarabées servent d'engrais pour les plantes, pour les végétaux. Pourquoi les scarabées? Parce qu'il y a une haute valeur nutritionnelle, c'est ça? Oui, il y a plein de raisons qui nous ont fait retenir ce groupe-là et cette famille des moliteurs parmi le million d'espèces connues dans le monde. Il y a 1 million d'espèces de C'est la plus grande biodiversité au monde de tous les insectes. Ah, oui. Et dans les insectes, 60% ce sont des scarabées, des coléoptères. Donc c'est effectivement extrêmement profond et on a choisi cette espèce-là parce que beaucoup de protéines, très riches, très digestes pour les animaux. Aussi au niveau technologique, des capacités à produire des grands volumes. Ça ne vole pas, ça ne saute pas dans tous les sens, c'est assez calme, c'est assez docile. Donc aussi au niveau technologique, ça permet d'avoir des produits, in fine, compétitifs en prix. Alors, pour fabriquer 1 kilo de protéines animales, combien il faut de scarabées? Alors non, je ne pourrais pas vous dire, effectivement, on compte en population et donc en kilos. Donc ouais, on en est sur kilos, des sites surtout en tonnes, en dizaines, en centaines, en milliers de tonnes. Non, juste pour voir combien de... Ça fait beaucoup, ce qu'un individu, c'est quelques centaines de milliers de grammes. Un individu? Un individu, un petit scarabée. Ouais. C'est en milligrammes, pardon. En milligrammes. Donc il faut énormément de scarabées dans des fermes. Ils sont élevés dans des fermes. Et donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? Qu'on comprenne bien. J'ai expliqué avec l'idée des larves, mais que peut-être vous le direz mieux que moi. Comment est-ce qu'on aboutit? Comment est-ce qu'on a un scarabée qui était dans une ferme, qui est une ferme électronique? On va voir. C'est pas une ferme à l'ancienne. Ça coûte cher d'ailleurs. On verra. C'est plus de 100 millions d'euros la nouvelle ferme que vous allez construire. Comment d'ailleurs ça termine en protéines pour qui d'ailleurs? Pour quels animaux? Alors aujourd'hui, c'est les animaux carnivores. Ce sont les poissons, du saumon à la truite en passant par le bar et la dorade, les chiens et chats. Bientôt, on espère les porcs et les volailles. C'est une évolution réglementaire à venir. Et puis, ça, c'est la larve du scarabée. Et ces déjections, tout au long de son cycle de vie, sa croissance, on va en faire donc un engrais organique pour nourrir des plantes, de la vigne, les tomates et les grandes cultures. Et ça, c'est la technologie derrière. Une ferme verticale qui ne fait que reprendre la base de la tradition, par exemple, de l'élevage de vers à soie qui est millénaire. Ouais. On élève ça dans des bacs, Pourquoi vertical? Alors, on élève de manière verticale, c'est en fait on empile effectivement des bacs les uns sur les autres pour gagner un peu de place. Et c'est comme ça qu'ils faisaient de manière traditionnelle depuis toujours dans ces élevages-là. Et derrière, nous, on automatise tous ces processus et on fait encore une plus grande hauteur pour être plus efficace en termes de flux. C'est juste plus rapide, plus d'être trop étalé. C'est bien pour l'environnement aussi. En termes de biodiversité, ça prend moins d'espace. Ouais. On fait plus avec moins. Et donc, vous parliez Antoine Hubert de chiens et de chats. Quand je nourris mon kleps, et potentiellement, il y a des... Alors, encore peu, parce que c'est tout nouveau. Ça fait que quelques années, ça fait depuis 2016, et le marché est extrêmement profond. Mais oui, il y a déjà des marques qui mettent en avant nos ingrédients, des marques qui sont hypoallergéniques. L'intérêt, c'est dans tous nos produits, c'est des effets santé, des bénéfices pour la santé. Il y a un bénéfice santé aussi. Voilà, une réduction des allergies. On a vu des réductions aussi des améliorations au niveau du microbiote, au niveau du cholestérol des chiens et des chats, réduction de maladies de peau aussi dans des études faites en Allemagne. Donc oui, il y a plein de bénéfices santé, en plus de la très bonne qualité nutritionnelle. Et nourrir, vous disiez, des poulets ou des volailles, c'est pas possible aujourd'hui, mais il y a une évolution réglementaire qui est peut-être à venir. Qui est toute proche là. En Europe. C'est niveau européen. Tout est ce qui est aussi intéressant quand les évolutions sanitaires se font, c'est les 27 pays d'un coup qui ouvrent des nouveaux marchés, comme les poissons en 2017. On espère cette année les porcs et les volailles. Mais entre poissons, chiens et chats, aujourd'hui, on a déjà tellement de quoi faire. On peut construire au moins 100 sites comme le site d'Amiens qui est en cours de construction. Ouais, 100 sites, ça fait le monde. Ça crée quand même un sacré de la marge. Au niveau de la pisciculture, au niveau des poissons, les poissons grandissent, j'ai lu, sous votre contrôle, ils grandissent 3 fois plus vite et ils ont un taux de mortalité qui est réduit quasiment de moitié. Oui, tout à fait. Alors, ça dépend des espèces, les impacts ne sont pas toujours les mêmes, mais sur la truite et la crevette, on a des rendements extrêmement conséquents par rapport à ça. Alors, nous, on est une matière qui est rentrée dans un aliment complet, on est une matière première, et on compare des aliments commerciaux, et on se rend compte que même si on n'est qu'une partie de l'aliment, on a des effets majeurs, effectivement, sur la croissance des truites, des crevettes, la réduction de la mortalité chez les saumons, chez les bars, et c'est très significatif. Et ces protéines, aujourd'hui, ça se nourrit comment un poisson? Pardon, je pose des questions. Dans l'aliment, il y a des protéines végétales, il y a du soja, il y a du blé, des protéines de poisson, des failles de poisson. Donc on va pêcher des petits poissons dans l'océan pour en faire des aliments pour les poissons d'élevage, ce qui est aussi quelque chose qui est questionné. Même si c'est une très bonne protéine, mais simplement l'océan n'est pas suffisant pour fournir plus par rapport
rapport à Donc la tout demande ce que vous faites, croissante c'est plus supplémentaire. vertueux. Donc ça a à la fois des effets positifs sur la santé, sur la productivité aussi. Oui, sur la productivité, puisqu'on en fait plus, effectivement. Finalement, l'éleveur va faire plus avec moins. Il va avoir autant de poissons, mais avec moins d'intrants, qui est ce qui lui coûte le plus cher. L'aliment, c'est ce qui coûte le plus cher dans son élevage. Mais tout le monde est gagnant avec votre histoire. Il y a bien un loup quelque part, non? Je sais, enfin, aujourd'hui, ils sont à peu près tous gagnants, oui, on espère, effectivement. On apporte un produit qui est sain, qui est durable, qui est naturel. Donc après, voilà, c'est un coût d'investissement qui est important. On ne crée pas une filière de rien comme ça. Ouais. Encore une fois, uniquement les scarabées, pourquoi pas, puisqu'on a une mouche dans le studio, là, pourquoi pas les mouches, les grillons on a choisi ces scarabées-là, ces vers de farine qu'on fait aujourd'hui depuis notre site en France, et puis on vient d'annoncer une acquisition aux Pays-Bas aussi sur un insecte similaire. Enfin, c'est des cousins extrêmement proches de ces scarabées-là. Et c'est les seuls sur lesquels on a démontré avec des chercheurs, des scientifiques dans des universités en France, en Thaïlande, en Norvège, en Allemagne, en Italie, des performances, ces bénéfices pour la santé, ces performances nutritionnelles, ils sont incomparables. On ne l'a jamais trouvé dans des mouches, dans des grillons. On avait testé ça dans le passé avec ces espèces-là. On a retenu ce scarabée en particulier parce qu'il a ces bénéfices-là qui sont uniques. Ouais, sachant que les besoins en protéines, on imagine, vont exploser dans le futur avec l'accroissement de la population mondiale. Donc c'est Oui, la croissance mondiale, croissance de la classe moyenne. Ouais. Classe moyenne, quand la classe, on sort de la pauvreté un peu plus, même si avec le Covid, le taux de pauvreté a remonté malheureusement. Mais je coupe. Pourquoi on voit Robert Downey Jr. dans les écrans? Soit c'est une erreur de la prod et ils vont manger du scarabée. C'est un de nos actionnaires. Il nous a rejoints, il nous soutient. Il nous soutient beaucoup, il aime beaucoup ce qu'on fait. Et oui, il trouve que ça fait beaucoup de sens, effectivement, d'apporter. Lui, il est là pour investir dans des projets maintenant qui ont un impact positif pour l'environnement. Ouais. Je vous ai coupé en plus. Vous parlez de quoi? Très bonne question. J'ai perdu le fil. Non, on parlait, je vous avoue, Non, des besoins dans le monde. Des besoins qui font augmenter. Voilà, la classe moyenne, elle augmente, même s'il y a un petit trou avec le Covid, on verra combien de temps ça dure. Mais il y a quand on est en classe moyenne, c'est plus de protéines animales. Évidemment. Protéines animales, qui est dit de la viande, des poissons, et donc là on est là pour accompagner cette augmentation-là. Il y a d'autres solutions, on n'est pas là à dire que c'est que les insectes, on parle de viande artificielle, de tissus cellulaires, des végétaux évidemment, il faut manger plus de protéines végétales, c'est essentiel, des algues, mais nous on est une solution complémentaire, c'est la diversité qui est la clé de la réussite dans le monde, plus on aura d'offres de produits différents et complémentaires, et plus on saura répondre sur les différents territoires dans le monde à tous ces challenges. Ouais. Antoine Hubert, vous parliez donc du néerlandais Protiform que vous venez d'avaler et d'annoncer en tout cas il y a 48 heures. L'objectif là pour le coup c'est de se positionner sur la nutrition, enfin sur l'alimentation humaine. Oui, bon, on précise, l'idée c'est pas de manger des scarabées en tant que tel. Non, c'est quand même bien de le dire. Donc ça serait des protéines pareilles. C'est des ingrédients. Protéines, voilà, qui seraient dédiées pour le coup à la nutrition notamment de sportifs, c'est ça? Oui, on a. Au travers de gélules, de compléments alimentaires. On est plus sur des barres céréalières, ce qui est avant ce que vous trouvez dans les supermarchés sportifs, les barres énergétiques pour avant le sport, pendant le sport. Pourquoi ça serait mieux que ce soit à base de scarabée? Alors, on a fait des études par rapport à la protéine la plus commune et la plus qualitative, s'appelle le whey, c'est un coproduit de lactosérum, coproduit laitier, qui est très très utilisé. On voit des grandes bonbonnes là, dans les magasins ou des produits dérivés. C'est un bon produit, mais aussi voilà, il a des questions notamment environnementales. On arrive avec un produit qui est très similaire en composition, en digestibilité, en performance musculaire. Et on est avec cet intérêt environnemental, avec la nouveauté qui intéresse les sportifs. On a ciblé plutôt des jeunes, trentenaires, quarantenaires, qui sont plutôt urbains. On a vu en France, surtout des pays anglo-saxons sont très bien positionnés là-dessus, aux Pays-Bas. Donc c'est aussi un intérêt d'être là-bas. Et demain aux États-Unis. Ouais. Et vous visez le marché américain. Ça, j'ai compris que ça fait partie des objectifs. Oui, mais en même temps, c'est le plus gros marché du monde. C'est le plus gros marché du monde en agriculture, en agroalimentaire pour l'alimentation des chiens et des chats, l'alimentation humaine, donc la nutrition sportive en particulier. Les poulets aussi. Les poulets, les engrais, c'est le plus grand marché au monde. C'est le plus grand marché au monde aussi pour les capitaux. Il faudra ouvrir une ferme là-bas. Donc oui, on est en cours. On n'a pas en construction, mais on est en cours de sélection de terrain. On a plusieurs offres aujourd'hui sur la table. Dans le Midwest. C'est dans le Midwest, bien sûr. C'est là la grande zone agricole. Elle est là, donc c'est intéressant parce que c'est une zone aussi qui a subi les chocs de position entre les États-Unis et la Chine, qui cherche des nouveaux marchés, des nouveaux débouchés. Donc il y en a une très bonne réception là-bas. Jusqu'à présent, vous avez signé, encore une fois, je parle sous votre contrôle, 100 millions d'euros de contrats. Ouais, mais on se dit, mais c'est super et ça va continuer, mais c'est rien quand on voit le potentiel immense. Ah bah oui, bien sûr, c'est rien, c'est que le début. On vend aussi ce qu'on est capable d'échantillonner, de commercialiser, ce qui est aujourd'hui limité. Notre facteur premier de limitation, c'est la capacité à produire. C'est pour ça qu'on accélère. Il y a 2 usines.
Donc c'est une première dans le Jura, qui est dans le Jura. C'est notre ferme verticale là-bas. La deuxième aux Pays-Bas qu'on vient d'acquérir. Donc ça nous aide aussi à produire plus rapidement à court terme. Et celle à Amiens qui est à une taille effectivement incomparable et qui va commencer à peser. 150 millions d'euros d'investissement. Voilà. Ouais, minimum. Ouais, non, c'est pas la petite ferme comme ça dans la prairie, quoi. Non, c'est un gros investissement, mais c'est un très gros site. Ça va générer effectivement des revenus importants et des volumes importants qui commencent à être significatifs pour les clients. Ouais, où tout est automatisé, même s'il y a effectivement des créations d'emplois, c'est une ferme où tout est automatisé. Voilà. Qui vous passe commande? Ce sont les industriels? Alors, ce sont des producteurs d'aliments pour les poissons, enfin c'est les granulés ou pour les chiens et les chats. Donc, encore une fois, on est une matière première parmi d'autres. Donc, après, eux mélangent pour avoir un super aliment bien équilibré. Pareil pour les plantes. Et donc, on a des clients comme Skretting, qui est le plus grand producteur d'aliments pour saumon au monde et qui est effectivement un gros utilisateur de ce genre de matière première qui est très intéressé par nos produits. À terme, votre chiffre d'affaires, il sera en centaines de millions d'euros, il peut être en milliards d'euros? Il peut être en milliards. Non, notre objectif, c'est plusieurs milliards de revenus, effectivement, dans les prochaines années. C'est minimum 1 milliard d'ici à la fin de la décennie et j'espère bien plus après. Non, on a un potentiel qui est extrêmement profond. Donc et c'est ce qui explique d'ailleurs cette levée de fonds en pleine crise, en plein Covid, 372 millions de dollars. Je ne sais pas si ce n'est pas le record. Non, je pense que ça fait partie des grandes levées. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de le voir en France et on a grâce à ça aussi le label NES 40 qui est très utile. Mais la levée était surtout en 2019, en fait, elle était avant et c'est notamment tout début 2020, on a laissé juste la porte ouverte à Robert Downey Jr. qui est arrivé un peu après en nous voyant passer. Ça fait un coup de boost d'avoir Robert Downey Jr. En visibilité aux États-Unis aujourd'hui, oui, je pense en un an, on a gagné une très grande visibilité. Je reçois aujourd'hui beaucoup de retours de personnes aux États-Unis qui ont entendu parler de nous, qui nous voient, qui nous suivent. Des investisseurs, des clients, des talents qui voudraient nous rejoindre, qui viennent des États-Unis, qui veulent rentrer, des Français basés aux États-Unis qui veulent rentrer en France et bosser pour nous. Et côté investisseur, comment expliquer qu'ils soient intéressés par cette food tech parce que le business est les investisseurs sont là pour trouver des nouveaux secteurs qui ont des rentabilités importantes et surtout des investissements en capital risque. Il faut des croissances d'entreprises qui sont très fortes. Et c'est ce qu'on montre. On a une profondeur de marché qui est colossale. On parle effectivement, c'est des dizaines à des centaines de milliards en marché totaux. C'est des marchés qui sont technologiques. Nous, on a plus de 300 brevets, donc ça amène une assurance forte pour les investisseurs. Si on investit beaucoup d'argent, il y a une barrière à l'entrée très forte quand même pour la concurrence. Ça plaît aux investisseurs. Ça évidemment, ça les rassure. Et, de la croissance, de la barrière à l'entrée. La croissance de la barrière à l'entrée, la demande client qui est tangible avec des contrats commerciaux. Et puis surtout aujourd'hui, une valeur environnementale qui est très forte. Les investisseurs, les fameux critères ESG sont hyper importants pour eux. Évidemment. La crise sanitaire, ça renforce quelque part le sens de votre métier, de votre activité? Je pense oui. Alors même si comme on est tous impactés par la crise, on ne passe pas absolument entre les gouttes. On parlait de matières premières tout à l'heure. On est impacté sur des approvisionnements de matières premières. Mais éthiquement, oui, on le voit. Qu'on a des échanges avec des investisseurs il y a 2-3 ans et aujourd'hui. Ce qu'on fait fait encore plus de sens aujourd'hui qu'il le faisait avant. Des produits plus durables, oui, ça aide à contribuer à une souveraineté locale, protéines, alimentaire. Qu'est-ce que la France soutient, l'Europe soutient, mais dans d'autres pays, on le voit dans les zones de Moyen-Orient, en Asie, en Amérique, tout le monde, tous les États cherchent à avoir une chaîne de valeur plus résiliente, plus locale, plus durable, et donc à attirer finalement des technologies comme la nôtre pour renforcer effectivement cette stratégie. Après, les investisseurs, il faudra qu'il y ait des bénéfices. Des bénéfices en 2022, c'est jouable? Chaque site de production est très rentable. Donc après, évidemment, on va investir. Il y a les coûts corporate, les coûts de la holding, de la R&D, de l'innovation pour développer des nouveaux produits, etc., qui sont aussi à amortir. Mais chaque installation va être effectivement très rentable. Donc après, c'est une logique de réinvestissement permanent pendant un bon moment. Avec à la clé, peut-être, on est sur Boursorama, une introduction en bourse, c'est quelque chose quand on voit ce qui n'a rien à voir, mais Coinbase hier aux États-Unis qui est valorisé 100 milliards de dollars, c'est quelque chose que vous avez en ligne de mire? C'est une option, c'est une opportunité. On verra bien comment est le marché dans les prochaines années. Évidemment, on raconte quelque chose qui parle à beaucoup de monde. C'est juste l'assiette. Notre marché, in fine, c'est l'assiette de n'importe quel consommateur dans le monde. Qu'il soit végétarien, on a l'engrais pour les plantes. Qu'il soit plus flexitarien, très carnivore, on a des produits pour les viandes, poissons qui mangent. Donc le marché il est absolument mondialisé. Et les concurrents aujourd'hui? Donc les concurrents, enfin il y a assez peu d'acteurs dans le monde des insectes aujourd'hui, parce qu'il faut beaucoup de capitaux. Donc il y a très peu qui ont des capitaux pour développer cette filière. Il y en a quelques-uns en France, aux Pays-Bas. L'Europe est plutôt en avance à ce niveau-là. Et nous, on se positionne plutôt pas en concurrence, mais en offre complémentaire entre les protéines végétales, les protéines animales, et puis de l'autre côté, les nouvelles protéines comme les microalgues ou les champignons. Donc on a notre rôle à jouer. Et la bourse pourrait être une opportunité, notamment avec cette vertu de beaucoup de technologies avec des critères environnementaux très forts. Et les succès de Beyond Meat, qui est aussi une viande végétale aux États-Unis, très fort succès. Il y a de l'appétence. Et en fait, il y a une manque d'offres aujourd'hui.
Bon, on en reparlera d'ici là. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Antoine Hubert, pour cofondateur et directeur général d'Insect, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, à bientôt. Merci à vous.